Hugo Ben, on vous connaît beaucoup parce que vous êtes un des grands agitateurs en France des Fab Labs qui ont contribué bien sûr aussi à voir un petit peu le monde différemment dans une approche beaucoup plus collaborative, beaucoup plus justement impliquant la société civile. Dans ce sujet de l'éducation, vous, quelles sont vos convictions? Et puis on parlera bien sûr de vos projets du moment. Alors en fait, nous, nos convictions, elles sont déjà des convictions qui sont tournées sur la nécessité, et ça a été dit par Carlos Moreno tout à l'heure, de solidifier, structurer ce qu'on peut appeler des biens communs non exclusifs, en utilisant pour ça notamment le potentiel du numérique, parce que en fait, dans le terreau des Fab Labs, il y a ce qu'on appelle le glocal, donc la contraction du local et du global, et donc en fait, c'est des communautés très variées dans des territoires variés, donc ça peut être des métropoles comme ça peuvent être des villages au Burkina Faso, etc., et qui en fait partagent une utopie qui consiste à pouvoir fabriquer n'importe quoi sans réinventer l'eau chaude, parce que j'ai la certitude légalement de m'appuyer sur les plans, l'ingénierie et les idées de l'autre, et sinon de pouvoir l'appeler à l'aide pour légalement réincarner en effondrant les flux de matière avec les matériaux et les intelligences locales, des objets, des processus, des codes sources, des programmes, des charrues, etc., de l'outillage à main comme de l'outillage numérique. Donc ce qui est extrêmement fort et qui a été exprimé en 2011 par Thomas Diez dans ce mouvement qui s'appelle aujourd'hui la Fab City, qui a pris une certaine ampleur, c'est en gros sacraliser des biens communs numériques dans lesquels on ne reste pas sur un niveau de data, mais on arrive à des choses qui sont appropriables. Par exemple, un plan de masque de coronavirus. D'accord? Ça, c'est un bien commun numérique opérant. Ce bien commun numérique opérant, une couturière l'a fait. D'accord? Petit bateau l'a fait, la tisserie de Charlieu l'a fait, et les industriels chinois le font. Il est donc non exclusif et non marqué, et permet des vitesses de réaction et d'appropriation dépendantes de la qualité matérielle et intellectuelle des cultures qui vont savoir puiser dans ce vivier collectif. Pour y puiser, malgré les différentes langues, les différents contextes, les différents niveaux économiques, la culture, c'est quelque chose qui fait partie et qui se transmet par l'éducation quand elle relève de la coopération. Il y a de la méthodologie, il y a de la tolérance de l'autre, il y a de la curiosité, il y a un corpus opérationnel avec des licences à usage commercial ou non, il y a des moulinettes en quelque sorte qui permettent d'incarner ça. Et pour moi, cette notion d'éducation aujourd'hui ne relève pas seulement et même pas du tout des jeunes. Dans les pays comme le nôtre, par exemple, en pays industrialisés, un senior qui ne travaille plus, il a encore 20 ans devant lui et il veut être utile. Des demandeurs d'emploi, des personnes en situation de handicap veulent être utiles. Donc pour moi, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est arriver à sacraliser des viviers qui sont appropriables. Donc il faut de l'open data, il faut de la recherche ouverte, comme on dit. Mais la nécessité impérieuse, de mon point de vue, pour les Fab Labs qui possèdent une ingénierie, même quand ils sont tout petits, de savoir gérer ça, c'est-à-dire transformer ce bien commun numérique à la fois en lien social câblé sur un territoire et en résultats qui se touchent, qui sont tangibles. C'est en gros aujourd'hui de dire si les labs sont des sachets de thé qui sont 2000 dans le monde, il est temps qu'ils infusent et ou dans les territoires. Et quel est le premier sujet? Le premier sujet, vous en avez parlé, c'est la lutte un peu contre le changement climatique. Mais je m'excuse, le paquebot est déjà parti. On va quand même en prendre les effets pendant 1000 ans. Donc la question pour nous sur laquelle on peut avoir une appropriation rapide en coopération non exclusive, c'est la résistance aux effets d'une manière qui ne renforce pas les causes. Donc je m'explique, vous êtes à Dubaï, il fait très chaud, vous importez vos blocs de glace en jet, vous les mettez dans votre piscine, oui c'est bien, vous n'avez plus trop chaud. D'accord. Mais on ne peut pas faire ça à différentes échelles de granularité. Donc l'éducation, c'est l'éducation par le faire, de manière transdisciplinaire. À la coopération, il y a des processus dans lesquels on apprend, en tant qu'humain, à faire autre chose que s'affronter dans la rareté. Parce que je rappelle que ces biens numériques, contrairement aux biens matériels, ils sont non rivaux. C'est-à-dire que si je vous donne un plan d'objet, je l'ai encore, et vous aussi vous l'avez. Après, la matière qu'on a chacun chez nous, elle peut être recomposée, et cette ingénierie-là, elle peut être transmise. C'est donc pour moi l'objet aujourd'hui premier qui consiste à fédérer ces lieux, puisque même s'ils savent faire des choses comme s'adapter à l'incertain, parce qu'ils ne savent pas quels projets vont arriver dans l'année. D'accord. C'est aussi un attribut du changement climatique. Ce n'est pas simplement l'eau qui monte, c'est l'effet de l'effet de l'effet. Ces attributs-là, en fait, il y a un enjeu très fort aujourd'hui à les transmettre au reste de la société. Pour ça, il faut des ateliers. Et organiser des ateliers ouverts, ça s'appelle quelque part un processus éducatif qui est dans ou hors les murs de l'éducation classique en établissement. Hugo Ben, on aime bien la tribune, c'est aussi notre mission de journal, c'est d'informer, de rassembler pour impacter. C'est ce que nous faisons aujourd'hui avec Bordeaux Zéro Carbone en direct de la métropole de Bordeaux. Et on aime bien aussi, bien sûr, parler des nouveaux projets. Vous portez un beau projet justement sur le sujet du climat. Peut-être nous en dire quelques mots.
Alors, je vais vous en dire quelques mots parce que c'est pas le premier projet collaboratif. Les Fab Labs en font beaucoup. Mais celui-là, on en est très content parce qu'il est vraiment issu directement à la fois du concept de Fab City de Thomas Diez, que je n'aurai pas le temps d'exposer dans le détail, mais qui est très fondateur, mais aussi de la crise du coronavirus. Les exemples que j'ai cités de la crise du coronavirus, quand je parle d'entreprises qui ont construit en incarnant des biens communs numériques comme le gel, par exemple, formule OMS, fabriquée par grande marque de cosmétiques française, démontre que ce n'est pas du monde de bisounours d'un côté et monde du business de l'autre, d'accord? Donc aujourd'hui, ce qui s'est produit, c'est que la preuve par le faire, elle a été faite pas seulement par des makers, des Fab Labs, des gens qui ont des imprimantes 3D, par des couturières, par des industriels, par tous les niveaux de complexité, de granularité qui ont pu faire solidarité. À partir de ce moment-là, la question, c'est plus de savoir si c'est possible, c'est de savoir comment on peut hybrider ça avec ce qu'il y a en ce moment pour fabriquer une forme de transition rapide. Et donc le projet du Climate Change Lab, il est en gros de dire, on a des centaines de prototypes qui sont documentés sans brevet et non exclusifs dans le bien commun de l'humanité, dans plein de langues. On ne les connaît pas, il n'y a pas d'économie autour, ils ne sont pas utilisés localement pour être adaptés à la résistance à des effets du changement climatique, au niveau agricole, au niveau hydrologique, au niveau bien-être, au niveau handicap, au niveau vie animale autour de soi. Donc le premier truc, c'est déjà très rapidement d'en mettre sur étagère une centaine et d'en faire des prototypes d'application. Là-dessus, aujourd'hui, on a 260 Fab Labs qui sont fédérés autour de mon association, le Climate Change Lab, le CC Lab, qui, en gros, va essayer de faire, non pas des plans de prototypes, puisqu'on en a plein, mais des ateliers dans lesquels des personnes, des enfants, des seniors, des personnes en situation de handicap ou non, des gens qui travaillent ou non, ils vont participer à des ateliers qu'on va documenter dans le bien commun de l'humanité. Et ces ateliers, en fait, ils doivent échapper au Fab Lab. Ils doivent pouvoir être joués par des entreprises, par des territoires, par des associations, par des collectifs. Pourquoi? Parce que ce que j'ai appris, moi, dans les Fab Labs depuis 10 ans, je ne l'ai pas appris comme à l'école. Je l'ai appris en faisant avec des gens. Je l'ai appris en me débrouillant avec une résilience locale des matériaux qui étaient disponibles et des intelligences qu'il y avait localement. Et j'ai appris derrière les concepts de manipulation des biens communs numériques légales. Tout ça, aujourd'hui, me paraît absolument nécessaire à accélérer. Et donc, l'objectif, il est de créer un corpus. L'an prochain, on va organiser 40 ateliers avec nos frères et cousines du réseau des Fab Labs francophones d'Afrique de l'Ouest sur toute cette zone-là. On a également, évidemment, le réseau des Fab Labs français de ces 230 lieux avec nous. Mais le gros partenaire nouveau, c'est l'Association internationale des maires francophones. Parce que là, le thé va infuser. C'est-à-dire que là, on a un intérêt des territoires pour, en quelque sorte, adapter leur méthode à cette culture de arriver à fabriquer des projets dans la certitude de l'incertitude, ne pas réinventer l'eau chaude, légaliser de nouvelles formes d'économie qui relocalisent les flux de matière. Et je crois que vous avez une bonne nouvelle, la Fondation Orange, c'est ça? Et oui, alors ça c'est très bien parce que je dois vous confesser que pour la deuxième fois, je vais changer d'emploi pour partir à plein temps dans cette aventure au mois de février. Et je le dois notamment à ce nouveau partenaire qui est la Fondation Orange. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que le programme Fab Lab solidaire de la Fondation Orange est un des rares à être allé dans des pays où c'est assez difficile de soutenir des projets d'innovation de ce type-là autour de biens communs numériques. Je pense notamment à toute la zone du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de Centrafrique, etc. Et donc on a beaucoup de respect pour eux, aussi bien au niveau du réseau des Fab Labs francophones d'Afrique de l'Ouest que du réseau des Fab Labs français. Et comme nous, on crée en fait une forme de coalition francophone pour commencer, avant d'attaquer les traductions. Ça nous fait 700 lieux, 1600 lieux. Je pense que ça commence à peser lourd pour une expérimentation populaire dont, j'insiste, tous les mécènes auront leur image de portée. Tous les livrables sont dans le bien commun de l'humanité et les ateliers seront modifiables, rejouables partout en francophonie. Merci Hugo, on va suivre avec beaucoup d'intérêt ce projet à la tribune. Peut-être Candy Lugas, puisque vous êtes toujours avec nous,